Bien, bonjour à tous et bienvenue à la suite de notre programme du calcul formel. Dans cette vidéo, nous allons parler des conséquences de l'algorithme de division. Donc, dans la précédente vidéo, nous avions parlé de l'algorithme de division. Nous avions vu comment diviser un polynôme f à plusieurs variables par une famille finie de polynômes selon un ordre monomial donné. Et dans cette vidéo, nous allons commencer par refaire l'algorithme de division, donc diviser le F qui est au tableau, donc qui est de ce côté-ci. Et alors, dans la précédente vidéo, nous avions fait la division de F en commençant par F1. Donc, F1, c'était le G2 qui est ici, représenté F1. Et ici, nous allons inverser pour voir ce qui se passe. Pour voir l'importance, c'est-à-dire que commencer par un polynôme F1, F2, F3 est différent si l'on change l'ordre. Donc, nous allons euh, faire cet exercice et à partir du résultat qu'on obtiendra, tirer toutes les conclusions nécessaires qui concernent l'algorithme de division. Et cette conclusion nous permettra d'ouvrir une nouvelle porte pour la suite. Donc, pour l'algorithme de division, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo précédente, il est fortement recommandé de commencer par ça parce que l'algorithme a été expliqué dans ce livre, dans cette vidéo plutôt. Et donc, sans plus tarder, nous allons commencer notre programme. Euh, c'est parti. Alors, donc, notre objectif est de... Alors, je vais faire ça comme ceci. Notre objectif est de diviser F par J1, G2. Alors que dans la précédente vidéo, nous avions commencé par G2, qui était F1, F2. Donc, pour diviser, ce que nous faisons, je préfère le faire sous forme d'un tableau. Donc, je vais ici mettre un tableau qui sera là. Alors, dans l'algorithme, ce qu'on nous dit, c'est que notre objectif, en fait, est d'écrire F sous la forme Q1, G1, plus Q2, G2, plus R, où R est le reste, en fait. Et pour cela, ce que nous faisons, donc nous avons besoin de trouver Q1, qui sera ici, Q2 et R. Alors, pour commencer, dans l'algorithme, on nous disait qu'on commence par affecter 0 à Q1, on affecte 0 à Q2, on affecte aussi 0 à R, pour commencer. Et le F est affecté dans une classe qu'on appellera P. Donc, nous avons P ici, et P prendra la valeur 9. Ce qui signifie que ici, là, c'est la classe de P, et le P, c'est x au carré, y plus x, y au carré, plus y au carré. Attention, nous parlons avec une autre question graphique x. X, et venons avoir y. Alors, dans l'algorithme de division, nous commençons par une boucle y. Tant que P est différent de 0, tout. Donc, on ne sortira de cette boucle que lorsque P sera égal à 0. Comme P n'est pas égal à 0, ce qu'on fait, d'où on nous disait I égale à 1. C'est-à-dire qu'on commence par le polynôme qui donne l'indice est 1. Donc, ici, ça sera G1. Et on avait une variable, voilà, complétée, K égale à 0. Tenez, un objet K égale à 0. Et une fois qu'on a ceci, ce qu'on disait, c'est quoi? Bon, je n'ai pas suffisamment d'espace, mais bon, est-ce qu'on peut le voir ici? OK. Ou encore, tant que ce n'est pas intéressant ce que je fais, c'était ça l'algorithme. Donc, tant que I est inférieur ou égal à S, le S ici reprend le nombre du polynôme, dans notre cas ici c'est 2, et que K est égal à 0, parce qu'ici notre K est égal à 0, ce qu'on fait, ben, on a une condition, alors la suite de l'algorithme sera ici. Donc, d'où, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on mettait if, le terme dominant
de GI divise le terme dominant de F, N. Alors, est-ce que le terme dominant de G1 divise le terme dominant de F? Le terme dominant de F est celui-ci. Le terme dominant de G1 est celui-ci. Effectivement, la division a lieu. Et quand la division a lieu, on nous disait QI est égal à QI plus FT de P sur FT de GI. Dans notre cas ici, le GI est égal à G1 puisque I est égal à 1. Donc, le QI qui est ici, c'est le Q1 qui est là, qui est 0, puisque la division a lieu pour G1. Ça veut dire que ici, donc le Q1, le nouveau Q1, c'est l'ancien Q1 qui est 0, plus le quotient qui est là. Donc le quotient, c'est quoi? C'est lui sur celui-ci, ça me donne X. J'ai X ici. 0, 0. Et donc, le nouveau P sera obtenu en faisant l'ancien P moins le FT de P sur FT de GI multiplié par GI. Donc, ce que je fais, je prends cette quantité-là, qui est P moins X G1. Alors, P moins X G1 nous donne quoi? Le terme de nouveau se simplifier nous donne X, Y au carré, plus Y au carré, X moins plus X. Voici ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce que la division nous dit? Lorsque on entre ici, le K devient égal à 1. Le K devient égal à 1. Après, ici, il y a un else. Qui nous disait qu'on pouvait incrémenter I à I plus 1. Mais le problème, c'est quoi? Puisque quand la division a lieu, K égale à 1, le fait que K soit égal à 1 contredit le fait que, parce qu'ici, nous sommes dans cette boucle-là, qui nous dit que pour être dans cette boucle, il faut que I soit inférieur ou égal à S et que K soit égal à C. Dès que la division a lieu, K est maintenant égal à 1. Ça veut dire qu'on sort de cette boucle. Et quand on sortait de cette boucle, il faut rappeler, on partait, il y avait une condition qui était si K égale à 0, on donnait quelque chose. Mais comme K n'est pas égal à 0, donc nous revenons ici. Nous reviendrons ici. Et donc, I redevient égal à 1. C'est pour dire que on remet tout à 0, on reprend la division par G. Et donc, par G1, ce que je fais, je prends celui-ci, je divise par G1, qui est le mon nombre dominant, c'est celui-ci. Quel est le nombre dominant de G1? C'est le même. Et donc, je fais la division ici, il me reste Y. Et donc, la division a lieu. Comme la division a lieu, Q1 égale à l'ancien Q1 plus le quotient. Donc, l'ancien Q1 qui est X, plus le quotient qui est Y. Et donc, ici, là, j'ai 0, 0. Alors, comme la division a lieu, il faut trouver le nouveau P qui sera l'ancien P. Donc, l'ancien P qui est là. L'ancien P moins Y fois G1. Et ceci nous donne Y carré plus X moins Y fois G1 plus Y. Alors, comme la division a eu lieu, K relevé égal à 1. Et comme AK égale à 1, le K égale à 1 vient contredire le fait qu'ici, pour être dans cette boucle, il faudrait qu'il soit inférieur égal à S et que K soit égal à 0. Donc, nous sortons de la boucle, nous revenons en haut ici. I égale à 1. Donc, on reprend les choses avec I égale à 1. I égale à 1, K égale à 0. Et là, nous voyons quel est le terme dominant ici. Attention, nous travaillons avec l'ordre monomial X strictement supérieur à Y. Dans le terme dominant ici, c'est X. Alors, comme X est le terme dominant, nous voyons, est-ce que le terme dominant de G1 divise le terme dominant de F? Non, X égale le divise par X. Donc, on n'entre pas ici. On vient directement à else. Else ici, I égale à I plus 1, c'est-à-dire qu'on passe à G2. Donc ici, la division n'a pas lieu. Je conserve ce qui sont. Est-ce que le terme dominant de F2, de G2 divise le terme dominant de F? Est-ce que ce monsieur-là divise le monsieur qui est là? Toujours non. Et
donc, puisque là, c'est tant que I inférieur égal à S, et je me rends compte quand je viens parcourir tout le monde, la division n'a pas lieu, K est toujours égal à 0. Dans ces conditions, je sors de la boucle. Et quand je sors de la boucle, qui est là, il y a une condition qui est ici, avant d'aller là-bas, qui dit if K est toujours égal à 0, et donc, comme K est toujours égal à 0, la division n'a pas eu lieu et K reste égal à 0, ce qu'on fait, ça veut dire que R égale à R plus R qui est de P. Donc, nous prenons le R, le terme de nœud qui est là, qui n'a été divisé par personne, nous l'envoyons au reste. Et dans ces conditions, le nouveau P est obtenu en faisant l'ancien P moins R qui est de P. Donc, l'ancien P moins ce monsieur-là. Nous avons celui. Nous avons celui qui est là. Alors, nous revenons ici. I égale à 1 et K égale à 0. Est-ce que le terme dominant de G1 divise celui-ci? Le terme dominant ici, c'est ce monsieur qui est là. Non. Donc la division n'a pas lieu, lui reste 4. Comme la division n'a pas lieu, nous passons à I égale à I plus 1, nous incrémentons, nous passons à F2. Est-ce que le terme dominant de F2, qui est G2, Y carré, divise Y carré? Oui. Nous avons, le quotient c'est 1. Dans ces conditions, le nouveau P est obtenu en faisant lui moins G2. Donc, on abaisse celui qui est ici. Quand on le fait lui moins G2, on obtient Y plus 1. Et là, comme la division à K égale à 1, on sort de cette boucle et on revient ici. I égale à 1 encore. K égale à 0. Et là, on remarque que le terme dominant qui est là n'est pas divisible par le terme dominant de G1, n'est pas non plus divisible par le terme dominant de G2. Donc, ici, j'ai X plus Y. Hein? Ça veut dire que nous sommes dans le cas qui est ici, comme K égale à 0, R est envoyé au reste. Et le nouveau P est obtenu en faisant l'ancien P et l'autre. Même chose, nous repartons ici. I égale à 1, K égale à 0. Lui, il est divisible par personne. Donc, X plus Y, hein, lui, il est envoyé là-bas. X plus Y plus 1. Et nous nous rendons compte que, ici, nous avons 0, X plus Y, 1, X plus Y plus 1. Ce que nous pouvons dire, c'est quoi? Ce que nous disons, c'est que dans ces conditions, notre F, c'est que donc, nous avons Q1 ici, donc X plus Y, fois G1 plus, nous avons Q2 ici, plus, nous avons le reste ici. Et qu'est-ce qu'on remarque? Nous remarquons que le reste a changé. C'est-à-dire que dans la précédente vidéo, nous avions obtenu ceci. F est égal à, je vais peut-être partager mon écran parce que je ne me rappelle plus des données qu'on a obtenues. Je vais partager l'écran pour aller sur ce que nous avions obtenu de la précédente vidéo. Voilà ce que nous avions obtenu de la précédente vidéo. Dans la précédente vidéo, nous avions obtenu X plus 1, G2, plus X, F1, G1 plutôt, plus 2X plus 1. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Lorsque je commence la division par G1, voici le reste que je trouve.
Lorsque je commence la division par G2, voici le reste que je trouve. Et on se rend compte que R est bien différent de R. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de là? En fait, c'est très différent parce qu'en fait, ce qu'on vient de remarquer, c'est que l'algorithme de division ne nous garantit pas d'avoir un reste qui est unique. Alors que dans le cas de la division euclidienne, le reste était quelque chose d'unique. Et comme l'algorithme de division ne nous garantit pas d'avoir un reste unique, nous avons un problème. Le problème, c'est lequel? Dans le cas des polynômes à une seule variable, nous avons vu que la valeur de polynôme kx était un unité principal. Donc, tout idéal est engendré par un seul élément. Donc, quel que soit le f que je prends dans R, pour que le f appartienne à I, tout ce que je fais, c'est la division euclidienne. Je fais la division euclidienne en écrivant f égale à q j plus r, et si r égale à 0, alors f appartient à I. Si r est différent de 0, f n'appartient pas à I. Mais ici, est-ce que nous pouvons faire la même chose dans le cas des polynômes à plusieurs variables? C'est la question qu'on va essayer de gérer tout de suite. Alors, nous remarquons une chose. Lorsque notre f, euh, si par exemple, nous avons f, un idéal i qui est engendré par f1 jusqu'à fs, ce qui n'est rien d'autre que l'ensemble de toutes les combinaisons binaires avec R ici, la mise de polynôme à plusieurs variables. Laissez-moi l'appeler S pour éviter juste la confusion avec le R de l'autre côté. Si nous avons un cas de ce type, à quel moment, quel que soit S, je pense, S, à quel moment R appartient à I? Alors, à quel moment ce F appartient à I? Effectivement, l'algorithme de division me permet d'écrire F, de décomposer F sous forme de somme des quotients plus un reste. Donc, en utilisant l'algorithme de division, je peux écrire F sous la forme Q1 F1, QS F plus R. La question que je me pose est la suivante. Que se passe-t-il si R est différent de 0? D'abord, si R est égal à 0, alors F appartient à I. Mais si R est différent de 0, ceci ne veut rien dire. Pourquoi ça ne veut rien dire? Mais parce qu'en fait, le reste n'est pas unique. Le reste dépend du choix de mon F1. Quand je commence par F1, je trouve un reste qui est donné. Quand je commence par F2, je trouve probablement un reste qui est donné. Quand je commence par F3, je trouve probablement un reste. Donc, imaginez-vous qu'en commençant par F1, vous trouvez un reste qui est non nul. Et en passant par F2, vous trouvez un reste qui est nul. Or, un reste qui est nul dans ces conditions, ça veut dire que F appartient à l'idéal. Et pourtant, si vous vous limitez par la division par F1, vous direz que F n'appartient pas à l'idéal. Alors, il est possible que, en commençant la division par F1, on trouve un reste non nul. Par F2, on trouve un reste non nul.
par un FI0 quelque part là-bas, le reste devient égal à 0. Donc, c'est pour dire que l'algorithme de division ne règle pas le problème d'appartenance d'un polynôme à un idéal, dans le cas des polynômes à plusieurs variables. Cela reste vrai dans le cas des polynômes à une seule variable, mais dans le cas des polynômes à plusieurs variables, ce n'est plus vrai. Bon, maintenant, si ce n'est plus vrai, pourquoi avons-nous étudié l'algorithme de division? Oui, nous avions étudié l'algorithme de division parce qu'en fait, malgré cela, l'algorithme de division reste essentiel et très important. Pourquoi important? Ben, tout simplement parce qu'en fait, dans ce cours, nous verrons qu'en fait, parmi les familles génératrices de l'idéal I, il en existe au moins une qui est telle que, quand je fais la division, le reste est unique. Ce qui signifie que pour régler ce problème-là, il faut d'abord être capable de trouver cette famille génératrice qui nous produira un reste unique par l'algorithme de division. Et cette famille s'appellera base de Grobner. Et donc, l'objectif principal de ce cours est d'étudier les bases de Grobner pour résoudre les problèmes d'algèbre, de géométrie et de différents types, voilà, de différentes directions des mathématiques. Bon, voilà, donc cette vidéo avait pour objectif de montrer qu'en fait, l'algorithme de division est juste un outil qui nous conduit quelque part, mais qui ne règle pas le problème d'appartenance à un idéal ou bien l'autre problème. Voilà. Donc, il est important de noter la différence entre ce qui se passe ici dans le cas des polynômes à plusieurs variables et ce qui se passe dans le cas des polynômes à une seule variable. Merci d'avoir suivi, mais avant de progresser, dans une prochaine vidéo, nous allons implémenter cet algorithme. Donc, nous allons utiliser Singular, voir comment est-ce que nous pouvons écrire des codes pour implémenter cet algorithme, utiliser l'ordinateur pour trouver les quotients Q1, Q2 et le reste. Voilà, pour répondre à ce genre de questions, c'est très intéressant. En tout cas, merci d'avoir suivi et à très bientôt dans une prochaine vidéo.